Alors, cette session regroupe une série d'interventions d'artistes qui dureront chacun une petite vingtaine de minutes. Anne-Marie Mas, Grégory Chatonsky, Ismaël Geoffroy Chandouti, et je ferai également une présentation qui sera un petit peu plus courte, et puis on aura le temps de prendre quelques questions. Je vais commencer par vous présenter les intervenants. Anne-Marie Mas étudie les interactions au sein des écosystèmes urbains et la façon dont ils coévoluent. À la croisée de l'art et de la science, elle porte un vif intérêt pour les technologies DIY, do it yourself, et pour la biotechnologie. Elle travaille avec une gamme de médias numériques et traditionnels, mais incorpore également dans la réalisation de ses œuvres des agents non humains, comme les plantes, les insectes et les bactéries. Sa recherche artistique se concrétise dans des objets techno-organiques inspirés de faits réels ou fictionnels, dans des artefacts combinant fabrication numérique et artisanat, et dans des installations qui reflètent à la fois les problèmes et les solutions possibles qui se posent dans des collaborations entre plusieurs espèces. Sur le toit de son studio à Bruxelles, elle a créé un laboratoire en plein air et un jardin expérimental où elle étudie les processus que la nature utilise pour créer des formes. Le Bee Agency, l'agence abeille, ainsi que le laboratoire pour la forme et la matière, dans lequel elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants, fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d'installations, de sculptures, d'œuvres photographiques, d'objets et de livres, tous à l'intersection de l'art, de la science et de la technologie. En 2017, elle a reçu une mention honorifique à Ars Electronica dans la catégorie Art hybride pour le projet Intelligent Guerrilla Beehive. Sa présentation mettra en lumière 20 années de recherche et de production artistique menées lors de travaux de terrain et de résidences d'artistes en laboratoire. Grégory Chatonsky, quant à lui, travaille depuis le milieu des années 90 sur le web et principalement sur son affectivité, en se questionnant sur l'identité et sur les nouvelles formes de narration qui émergent du réseau. À partir de 2001, il commence une série sur la dislocation, l'esthétique des ruines et de l'extinction, vue comme phénomène artificiel et naturel. Au fil des années, il se penche sur la capacité des machines à produire de façon quasi autonome des résultats qui ressemblent à une production humaine. Ces problématiques ont trouvé leur point de convergence dans ce qu'il nomme l'imagination artificielle. Celle-ci utilise les données accumulées sur le web comme matériaux d'apprentissage afin de produire une ressemblance. Dans l'hypothèse d'une extinction de l'espèce humaine, le réseau apparaît alors comme une tentative pour créer un monument par anticipation qui persisterait après notre disparition. Grégory Chatonsky a suivi des études d'art plastique, de philosophie à la Sorbonne et de multimédia aux Beaux-Arts de Paris. Parmi ses expositions récentes, Terre seconde au Palais de Tokyo en 2019, Imprimer le monde en 2017 au Centre Pompidou, La condition post-photographique à Montréal en 2016. Il a également été résident à la Cité internationale des arts et à la Villa Kujoyama à Kyoto, et professeur invité au Fresnoy et à l'UQAM à Montréal. Il est depuis 3 ans artiste-chercheur à l'ENS Ulm, où il dirige un séminaire de recherche sur l'imagination artificielle et l'esthétique post-digitale. Il est également enseignant en recherche-création à Artec et chercheur à l'Université de Genève. Ismaël Geoffroy Chandouti est né en 1988. Il est diplômé de l'INSAS et de l'École supérieure d'art Sint-Lucas en Belgique, ainsi que du Fresnoy. Il explore un cinéma à la frontière des genres et développe ce qu'il nomme une cinématière, pratique artistique hybride entre cinéma et art contemporain. Ses films ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux. Ils ont une approche documentaire en ce qu'ils s'appuient sur des récits intimes et sont expérimentaux dans la forme, car ils travaillent très souvent avec des images qui ne sont pas produites par des caméras, mais par des techniques algorithmiques comme la photogrammétrie ou le détournement de moteurs de jeux vidéo, par exemple, mais également avec du found footage, comme des images provenant de YouTube ou produites par des caméras de surveillance. Ces films abordent des situations où la violence symbolique et physique sont prégnantes. Onde Noire, en 2017, évoque les troubles de personnes intolérantes aux radiations électromagnétiques. Sweated, en 2019, concerne un phénomène de cyberharcèlement qui menace la vie des joueurs en ligne. Son film Malbec, créé cette année et sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes, retrace l'expérience de personnes qui ont survécu
à l'attentat terroriste survenu dans le métro bruxellois en mars 2016. Il prépare actuellement un long métrage intitulé Deepfake, dont le titre fait référence à ces images générées par des réseaux de neurones artificiels qui sont en mesure d'usurper l'identité pour se faire prendre pour vrai. Pour ma part, dans une vie antérieure, j'étais chercheur en sciences exactes. Après un cursus en mathématiques, je me suis tourné vers la bioinformatique. J'ai mené des recherches durant plusieurs années au Centre d'intelligence artificielle de l'Université de Lisbonne, où j'ai travaillé sur l'étude de la structure des ARN, des acides ribonucléiques, et en particulier les virus ARN. La famille des coronavirus en est un exemple. J'ai conçu et dirigé plusieurs de programmes de recherche et de création transdisciplinaires visant à rapprocher ce qu'on appelle parfois les deux cultures, les sciences qu'on dit dures d'une part, et les sciences humaines et la création artistique d'autre part. En particulier un groupe de recherche qui s'est réuni ici au Fresnoy entre 2014 et 2017. Et je dirige en ce moment un programme de recherche intitulé Monde visuel à l'école des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône, où j'enseigne. J'ai également été accueilli comme artiste invité à Duke University en tant que lauréat Fulbright pour participer à la mise en place d'un département de Visual Studies regroupant artistes et chercheurs scientifiques. Mon travail se situe aujourd'hui principalement dans le champ de l'expanded cinéma et mes recherches portent sur les phénomènes de vision avec un intérêt particulier pour la cohabitation de régimes de vision hétérogènes, humains et non humains. Alors j'ai regroupé ces interventions sous le titre « Le non-humain sous 4 rapports ». Il ne s'agit pas ici de dresser un argumentaire sur la question du non-humain, d'autant que c'est un concept qui a été mobilisé à différentes reprises durant le colloque, mais simplement de rassembler plusieurs approches qui ont en commun d'aborder l'humain soit en convoquant ou en incorporant des entités non humaines, tout ce qui, sans être humain, peut être mis sur un plan ou un autre, sur un pied d'égalité avec l'humain, comme les animaux ou les systèmes régis par une intelligence artificielle, soit en créant une perspective qui révèle certaines limites de l'humain, plutôt de l'humanité, entendue dans son sens littéral, c'est-à-dire le fait d'être humain. Le non-humain dont il est question dans cet intitulé esquisse ainsi en quelque sorte des contours de l'humain par l'extérieur. Je vais laisser la parole tout de suite à Anne-Marie Mas qui va faire son intervention en anglais. Ok. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ok. So thank you, Olivier, for inviting me to present at this conference. I will immediately share my screen with you. Oops, sorry, I don't know. I have to share my screen first, yes. Okay. So as an artist, I'm interested in the close interactions and co-evolutions of ecosystems. A large part of my research I run in my open air lab, a research space that I created on the rooftop of my studio in Brussels. There, I study the processes that nature employs to create form. As a research methodology, I combine approaches of art and science, often supported by do-it-yourself technology and biotechnology, and with a strong focus on live organisms like insects, in my case, mostly honeybees, on probiotic bacteria, on algae, cyanobacteria, and plants. My production as a bioartist spans nearly 20 years of artistic research. Next to the ongoing field work that I run in my lab, I conducted research during laboratory-based residencies, amongst others in Okno, in Brussels, in the Fab Textiles Laboratory at the Fab Lab Barcelona, in the Do-It-Yourself Biolab at Hangar Barcelona, in the Open Biolab of Erasmus Hogeschool Brussels, at the Hybrid Forms Lab of the Biophysics Department at the Vrije Universiteit Amsterdam, and at the field station Kilpisjärvi of the BioArt Society of Helsinki in Finland.
With my work, I want to go beyond the anthropocentric top-down research, and I want to show that the terms agency, sentience, and subjectivity also can be applied to plants, insects, and bacteria. I want to create a space for human, non-human collaboration, and I want to find out if we can open up appropriate ways for emerging symbiotic ways of life. Lynn Margulis, the famous American evolutionary biologist, inspired me a lot with her theory that symbiotic relationships between organisms of different kingdoms are the driving force behind evolution. It is important to explore complex collaborations across disciplines and species. What does it mean, for example, when non-human agents perform in a contemporary artwork, for example, as the bees and bacteria do in my bee agency projects? This dynamic field of making kin unveils artistic methods with a focus on the organic matter. Knowing does not come from standing at a distance and representing, but rather from a direct material engagement with the world, to quote Karen Barat. Donna Haraway, on her side, offered me new and provocative ways to rethink our relations to the earth and all its inhabitants. She describes our epoch as one in which the human and non-human are linked in tentacular practices. In her book, Staying with the Trouble, Haraway explains that our world requires a sympoiesis, or a making with, rather than an autopoiesis or self-making. Another scientist that proposed me new and interesting ideas to explore is Stefano Mancuso. He's the founder of the field of plant neurobiology. This field is presenting a new paradigm in our understanding of the vegetal world. Stefano argues that due to the cultural prejudices and human arrogance, we continue to underestimate plants. And he presents plants as intelligent and social organisms with complex forms of communication and information processing. I translate the core of these 4 scientific lines into my 4 long-term projects. I will start with connected open greens. I structure my work through long-term projects that generate a steady stream of observations, experiments, collaborations, and artworks. All action is to be situated within the framework of learning from and collaborations with non-human agents as plants, insects, and bacteria. One example is the Open Greens project that focused on setting up an open air lab and experimental garden on the rooftop of my studio in central Brussels. I decided to go for a permaculture approach with a food forest, a garden for medicinal and dye plants, and of course, a honeybee apiary. To make the invisible visible and to allow continuous monitoring through the web, I have enhanced the garden with environmental sensors. My activities with setting up the garden lab resulted in several large-scale art installations, as for example, a real-size reenactment of the garden as part of an exhibition in Kortrijk. I installed a copy of the garden in an abandoned factory on a platform without windows as a kind of Biosphere 2 project where all human and non-human activity was monitored by sensors and the information was shared on the internet. The project was a statement that invited to discuss the precarious state of our environment. From the beginning, my garden lab was hosting a few beehives. The pollinators are threatened in many industrialized nations. And given that the survival of bees is also crucial for human sustainability, there is still a great urgency to improve by all means the ways in which colonies can thrive.
I started to monitor these little creatures and I set up several custom-made beehives enhanced with sensors, infrared cameras and microphones to study their behavior and their relation to the environment. The bees opened up a hidden world for me. They showed me very clearly that everything is connected, and they urged me to broaden my knowledge on botanics and plant life in general. The bees and their interaction with flowers plunged me in a micro world, which made me feel as Alice in Wonderland. I was very lucky to get a collaboration with the Vrije Universiteit Brussels, where I could work with a scientist on the scanning electron microscope to study dissected bee samples and also a range of pollen that the bees brought back to the hive. With this very close reading of the samples, I discovered that the honeybee, which is a very hairy creature, not only transports loads of pollen that stick to the electrostatic hairs, but that its fur is also covered by plenty of pollution particles. What we can see here on the slide that is on show. So left, we have a pollen grain, and right, we have a pollution particle in the hairs of a bee, which is, this slide is 2,500 times magnified and the pollen grain 2,000 times. So this discovery was for me the start of my long-term bee agency project and of the sensorial skin project. The red thread of the bee agency project is that I want to give back autonomy to the Apis mellifera and that I want to support colonies to live again in the wild, having been domesticated for too long by beekeepers. I want to do this via the development of the intelligent guerrilla beehive. The intelligent guerrilla beehive proposes a shelter for swarming bee colonies in urban environments. The design is inspired by nature, by the form of a pollen grain, of a wild strawberry. The content responds to the nest needs of a bee colony in the wild, and the mobile architecture makes it easily deployable on different spots in public space, hence its name, the Intelligent Guerrilla Beehive. The Intelligent Guerrilla Beehive is made out of smart organic materials with useful properties in respect to temperature fluctuation, humidity, and ventilation. The hive has a high tactile potential, and the flexible bacterial cellulose of the outer skin and the warm and soft core of the inner skin invite to touch and feel. All the materials are biodegradable. The hive can be grafted on the wall of a building or wrapped around the branch of a tree in the park. The beehive has been enhanced with a sensor network in order to monitor the health of the colony without interference and thus allow better care. At the beginning of my bioartistic explorations, I was often implementing electronics in my projects, as small cameras, contact microphones, and all kinds of environmental sensors. Together with engineers and computer scientists, I was building custom-made devices to monitor plant and insect life in my open air lab and sometimes also in public space, as you can see on this slide in the port of Hamburg in Germany. In the bee colony's nest, I was collecting audio and video data and several environmental data as temperature and humidity. Those were sent to the cloud for processing. Afterwards, I was running deep learning algorithms to detect patterns in the data collections. Resulting graphs and images from the data helped me to understand the behavior of a colony in action. With this app that I developed, I could easily compare 2 days of a bee colony in different moments of the season. Here you have a comparison of 2 days.
So this led me to the genesis of a sensorial skin project. After this, implementing all these electronics, I'm shifting a bit my focus to the integrating tools of biochemistry and biotechnology, and also of material science. My aim is still the same: draw attention to the precarious states of the living world. But I am now mainly looking at colonies of microorganisms, which are even more invisible, but nevertheless enormously important for the sustainability of the ecosystems on which human life depends. I recently focused in particular on bacterial ecosystems. Bacteria represent the largest biomass on Earth, and they manage to colonize nearly any site, including the human body. Recent research has shown that they prefer to live in large communities termed biofilms. A biofilm is an association of microorganisms in which microbial cells adhere to each other on a living or non-living surface. Biofilm formation is a group behavior. The bacteria communicate via quorum sensing, and they respond via a system of stimuli and response. With biofilms of cyanobacteria, I try to create living sensors that can monitor airborne pollution. The purpose is to add such a biofilm on the outer skin of my intelligent guerrilla beehive. A cohabitation with symbiotic bacteria has a positive influence on the immune system of the honeybees. Enhanced with the biofilm, the outside of the beehive becomes a biosensor that interacts with the environment. The bacterial biofilm measures the pollution of the foraging fields around the beehive by changing colors when a specific threshold of fine dust is exceeded. Because the bacteria change their internal and hence also external states based on the degrees of atmospheric pollution that causes them stress. The bacterial shield will thus reflect the information about the state of the environment, for example, by changes in light, color, or texture, so that the cover shield becomes a sensorial skin. Photosynthetic cyanobacteria perform photosynthesis in a similar way as plants do. These microalgae have had a huge impact on how our planet evolved. They contributed heavily to the biodiversity on Earth by helping to convert the Earth's early oxygen-deficient atmosphere to an oxygen-rich environment. This is also why I call this artwork, which is a result of my research, L'Origine du Monde. In the installation, L'Origine du Monde, the installation shows a strongly enlarged bacterial chain that is made from glass cells. Every cell is filled with cyanobacteria producing in real-time photosynthesis. Together, they form a complex microbial population that reduces CO2 emission from the air while producing oxygen and biopolymers. Due to these qualities, the bacterial chain can be qualified as an active biological interface. Besides cyanobacteria, the Sensorial Skin Project also studies the possibility to work with other organisms for sensing the environment. One of these organisms that is worth exploring is lichen. In this context, I especially want to research the mutualistic relation between cyanobacteria and lichen growing as a sensorial skin around the beehive. Many of my artworks resulted from the shared labor during fieldwork and experiments in the laboratory for form and matter. The R&D often materializes in objects
that are inspired by factual and or fictional stories and in installations that reflect both the problem and the possible solution. In the biological world, structures are formed with a wide variety of forms and with a minimum of energy. Organisms use simple molecular chemistry and an abundance of organic resources to build complex structures such as bee nests or termite mounds. These biological structures are embedded in their environment. They are responsive and resistant to disturbances from the environment, and they also are fully recyclable as the materials that I grow together with the living organisms in the lab for form and matter. Observations of the social insects and the other microorganisms were not only the source of inspiration for the prototypes of the intelligent guerrilla beehive, but also for conducting my research into a variety of new materials, structures, and objects. And next to the amazing social insects, my research is also driven by the possibilities that bacteria and algae offer as a medium for artistic expression, and by a certain fascination for natural structures and organic processes at microscopic level in general. The R&D that I was running for the creation of the pollution sensor grown by a biofilm of cyanobacteria aroused my curiosity about the families of macroalgae or seaweeds. These eukaryotic organisms range from very small to very large algae like kelp that grow in underwater forests. Algae research now takes up a big part of my time. These fascinating photosynthetic organisms are useful to so many applications in the field of new materials and textiles, solar fuels, monitoring of climate change processes and pollution control, bioremediation, vegetal dyes, natural fertilizers, etc., etc. They form the energy basis of the complete food web for all aquatic organisms, and they are therefore also crucial for our own food supply. To finish, in short, a collaboration with nature gives us a never-ending source of ideas and solutions. I want to stop my presentation here, and I am available for all questions. Alors, on va enchaîner. Thank you very much, Anne-Marie, for your presentation. On va enchaîner directement sur la présentation de Grégory, à qui je laisse la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'ai voulu nommer ma présentation Assurection, qui est un mot que j'ai forgé et dont vous allez comprendre la signification, dont le sous-titre serait « L'inhumain qui vient ». Alors, j'aimerais commencer par une citation très célèbre de Jean Jaurès, « L'humanité n'existe pas encore », une citation de 1904, et elle a confronté avec cette œuvre aussi importante pour moi de Paul Thek, où on voit Paul Thek travailler à côté de The Tomb, une œuvre de 67, de son cadavre. Et donc, voilà. Alors, lors de ma précédente intervention, il y a juste un an au Frénois, j'avais évoqué le retour étrange et anachronique du thème de la résurrection, en me reposant sur l'installation Terre seconde, sur le cosmisme russe du 19e siècle, et en particulier Fedorov, et sur la question mystérieuse de la justice chez Quentin Meillassoux. J'avais tenté d'esquisser une humanité messianique, toujours promise, jamais achevée, c'est-à-dire le retour de ceux qui sont morts et qui ne serait pas le retour des mêmes vivants. L'humain comme ce qui veut, entre guillemets, changer de forme, c'est-à-dire changer la forme même de son désir, dont l'intelligence artificielle serait à présent la promesse tout autant que le vestige, le dernier peut-être. Alors, j'avais comme projet ici d'articuler cette résurrection à la question de l'insurrection, entendez le devenir historique de nos subjectivités fêlées. Mais le titre proposé me donne l'occasion de différer cet ambitieux et peut-être trop ambitieux projet et de m'expliquer avec le non-humain, car à chaque époque, ces modes linguistiques
Et à n'en point douter, le non-humain s'est généralisé comme une traînée de poudre, un peu comme à une époque pas si lointaine, le rhizome s'était quelque peu vidé de sa substance dans les écoles d'art et ailleurs. Alors ici, le discours se fait prévisible. L'humain qui vient serait celui laissant une place au non-humain, ne se séparant plus des autres êtres vivants et du cosmos en général, se réconciliant avec eux. Une espèce de panthéisme un peu animiste. L'humain qui vient serait un humain enfin décentré, prenant en compte l'extériorité, ce qui n'est pas lui, ce qui lui est irréductible. Il se mettrait alors à la hauteur de la relation de non-réciprocité avec le réel, qui ne dépend pas de nous, et qui est donc ce qui est délié en ce sens absolu. Et les œuvres d'art en seraient les signes avant-coureurs qui restructureraient nos imaginaires. Alors, ma critique se fera grâce à un très rapide et lapidaire parcours dans mes recherches artistiques depuis le milieu des années 90, où je vais aborder premièrement l'hypermnésie du web, deuxièmement la récursivité contingente des données, et troisièmement ce que j'essaye de nommer l'imagination artificielle. Ces trois moments ont été autant de façons de me laisser traverser très concrètement par et de rester fidèle à l'inhumain dont parlait Adorno, l'inhumanité de l'œuvre d'art envers les artistes. À chaque étape, qui sont aussi des moments de notre histoire commune, je crois, je vais tenter de démontrer que l'inhumain est l'humain. Et quand je dis « est », il faut entendre le verbe « être » au sens ontologique du terme, la chose « être ». Que cette fracture entre l'inhumain et l'humain est en notre cœur. Mettant en cause le principe d'identité qui suppose savoir ce qu'est l'humain, le tenir bien en main, et qui tente aujourd'hui comme hier, par exemple dans le champ politique, d'occulter la matière anonyme dont nous sommes tissés. L'humain qui vient, et qui est, vous l'avez compris déjà là, serait la fêlure transcendantale de la matière, technique incluse. Ce serait une toute autre façon de dire l'être là, le Dasein. Alors, comment aborder et donner un contenu un peu plus concret à cette fêlure transcendantale, qui est un mot un peu pompeux et abstrait finalement, alors que même nous sommes nous-mêmes impliqués dans cette fêlure. Si quelque chose de la technique vient structurer et interrompre les cadres a priori de la perception, alors ceci veut dire que l'inhumain technique est l'humain, et qu'en s'influençant l'un et l'autre, la cause efficiente de l'artisan, de l'ingénieur, du scientifique ou de l'artiste vient à être démantelée. Alors c'est, je crois, l'intuition qui avait guidé la fondation d'Incident en 1994, premier collectif de net artistes en France, je crois. Nous n'avions, il faut dire, aucun intérêt pour le web en tant qu'innovation instrumentale, mais nous ressentions, Karen, Reynald, Julie, Marika et d'autres encore, que ce réseau affectait les conditions de la perception, en particulier le partage entre l'imagination reproductive et l'imagination productive, pour reprendre une terminologie ancienne. Le web touchait à l'existence même, la plus intime, la plus anonyme aussi. Nous avons été hantés par l'hypermnésie du web. Alors le fait que les images et les textes s'accumulaient comme jamais auparavant, par l'action humaine, mais aussi par la capacité des machines à produire et à analyser elles-mêmes des données, sans nous. Il nous semblait vain d'ajouter à ces images nos propres images. Il s'agissait de se mouvoir dans leur flux. L'hypermnésie du web est un phénomène unique dans l'histoire, me semble-t-il, qui vient modifier l'historicité elle-même. Tout se passe comme si nous étions utilisés, entre guillemets, pour alimenter le réseau, et comme si les machines se servaient de nous pour se nourrir. Je fais là référence à Nick Land, en arrière-plan. Alors, dans un exemple, dans le registre en 2007, un bot va chercher des sentiments publiés sur Twitter et les associer automatiquement sous forme de livres envoyés ensuite à un service d'impression à la demande. Un livre par heure, 24 livres par jour, 7 jours sur 7. Cette inscription sentimentale est inabordable et pour ainsi dire illisible, débordante. La machine réseau livre passe d'un affect à un autre sans se fixer sur rien. C'est donc l'inscription inhumaine des finitudes humaines. Dans cette absence, en 2012, c'est un autre logiciel qu'on installe sur sa propre machine et qui va prendre une photo de vous à un moment que vous ignorez. Peut-être même, vous n'êtes pas devant votre machine. Vous recevrez ce portrait quelques mois ou quelques années plus tard, par email, vous voyant peut-être sans vous souvenir du moment où la machine vous a vu, vous rappelant à vous-même, à la manière d'un spectre, l'externalisation fantomatique de la mémoire. Deuxième partie, récursivité est possible. Alors, cette accumulation de la mémoire est humaine, elle est incontestablement humaine, mais dépassant nos capacités perceptives et cognitives, elle est aussi inhumaine.
Voilà la figure transcendantale, le trouble entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas ou ce que nous ne sommes pas capables d'être ou de devenir. L'irruption du possible dans l'organique, qui ne relève pas seulement, à mon avis, du sublime kantien, mais je laisse cette question de côté. Alors, à partir des expérimentations menées pendant 2 décennies, l'hypermnésie du web a fait émerger la récursivité des données et leur contingence. Non seulement celle-ci était en quantité inimaginable, qui en changeait la qualité, mais il était possible de produire de nouvelles données à partir de données déjà existantes, entraînant une espèce de ce que j'appelle d'une hyperproduction, qui n'est plus à la mesure humaine et qui est, pour ainsi dire, hors de notre portée. Alors, je propose aussi le concept de données, ou média de médias, pour marquer cette boucle et cette traduction non sémantique. Une image se traduit en son, un son en texte, puis en image, et ceci à perte de vue, à perte de dépression à la suite de cette panne. Un microphone est posé sur la surface du disque dur et enregistre ces sons irréguliers, les transcrit en chiffres, qui envoie une requête sur Google Images, affichant ensuite des images les unes après les autres et construisant un récit involontaire à partir d'une panne technique, d'une amnésie, une fiction donc sans narrateur. Dans Memory Center, en 2014, c'est une banque de données de 20 000 rêves, retranscrits par 2 psychologues aux États-Unis, qui est passée au filtre d'une chaîne de Markov, produisant de nouveaux rêves qui sont, là encore, illustrés en temps réel par une recherche à partir des mots sur le web. Les décalages entre les discours et les figures, pour reprendre cette terminologie de Lyotard, n'étaient pas considérés comme des erreurs, mais comme des ressources d'interprétation oniriques. Nos rêves sont maintenant hantés par Internet, et nous sommes sans doute devenus le rêve muet du réseau, des machines, des câbles qui parcourent la surface de la Terre et la mer. Alors, je vous en lis un petit extrait pour vous donner une idée. Je dis, je pense que je peux voir la rue, et l'autre fille, et un peu de gens, et de l'autre côté, et les stagiaires sont aussi là. Je dis, hey, elle me montre un petit parc tout proche. Je monte à l'étage. L'escalier est le seul du dortoir qui est un peu plus petit. Je dois aller à la salle de bain et je vais aux toilettes. Je pense que j'étais un peu comme dans un parc ou quelque chose comme ça. Et la rue est un peu le palais de justice. Je dis non. Je ne sais pas qu'ils sont tous vieux pendant un moment. Et la rue est une sorte de parc dans la pièce. Et je pense que les gens sont là. Je pense que je pourrais commencer. Alors, 3e partie, résurrection, insurrection. Finalement, j'y arrive. Ou en tout cas, je tente ça, mais je vais bien sûr échouer dans cette tentative. Alors, on sait combien le discours sur l'humain qui vient est aujourd'hui accaparé, positivement ou négativement, et je crois que ça revient à la même chose, par le post-humanisme, qui a été critiqué anticipativement par Jean-François Lyotard dans ce texte si important, si l'on peut penser sans corps. Alors, je ne vais pas revenir sur son argumentaire parce que je crois que son argumentaire est très, très valable encore aujourd'hui. J'aimerais maintenant aborder cette zone grise de ce que je nomme l'anthropotechnologie et autour de laquelle je tourne depuis le début de cette proposition que je suis en train de vous faire, où l'humain est, et je dis est au sens vraiment de l'être, l'inhumain, tant et si bien que les deux ne sont plus séparés que par la bordure de leurs limites. La question du nihilisme, je crois, s'y pose selon de nouvelles perspectives ouvertes par le philosophe Ray Brassier. Alors, depuis l'année dernière, je reconfigure l'installation Terre seconde selon les contextes. Le dernier d'entre eux fut la Biennale de l'image possible, titre qui retentit à mes oreilles. L'image possible, vous allez le voir comme un événement fondamental qui a eu lieu à Liège et qui vient de finir. Il y est question d'une machine qui, après la disparition de l'espèce humaine, aurait récupéré toutes les données du web pour produire, grâce à des réseaux de neurones artificiels, une seconde version de la planète. Son érosion, son humus, son organisme, son souffle. On peut voir sur cette Terre possible un travelling infini dans les data centers. Des images du lac noir de Vanuatu en Mongolie, fruit de la pollution des terres rares, qui semblent transformer la Terre en une planète extraterrestre plutôt que nous permettre d'aller sur Mars. Il y a l'activité de la machine qui produit à partir de milliers de fichiers 3D des organismes possibles, des visages en métamorphose, la surface d'une planète qui n'existe pas encore. Il y a également un corps humain démantelé, à la manière d'un tombeau ou d'un ossuaire. Chaque partie du corps est doublée et creusée par lui-même, laissant la trace d'un autre corps qui pourrait s'y glisser. Voilà peut-être la figure d'un nihilisme, d'un néant qui ne serait plus l'esprit de la négation, mais la joie de celui qui n'a plus rien à perdre.
car tout est déjà perdu. L'humain est l'inhumain du fait de son itérabilité. Alors, je propose d'échanger la notion d'intelligence artificielle par celle d'imagination artificielle, c'est-à-dire la capacité d'un logiciel à produire des nouvelles images à partir de l'induction statistique tirée d'un ensemble de données, de documents visuels. Elle témoigne, j'aimerais le souligner avec force et un peu d'emphase, de l'apparition d'un nouveau réalisme. Non pas au sens philosophique du terme, mais artistique, c'est-à-dire d'un dispositif technique inséparable d'un contexte socio-historique qui modifie en profondeur la relation sensible entre le visible, la réalité et la vérité. C'est un réalisme des données mémorisées qui, s'il utilise des photographies, n'appartient plus au domaine du photoréalisme, qui nous guidait depuis la révolution industrielle. C'est aussi un réalisme du possible. Nous reconnaissons ces visages comme des visages, mais ils n'existaient pas encore. Alors l'hypermnésie du web nourrit les réseaux de neurones artificiels pour produire des images réalistes parce que possible. L'image réaliste n'est plus l'indice d'une lumière préexistante, mais d'une accumulation de la mémoire dont on donne une nouvelle version. Il s'agit d'une résurrection, mais pour la première fois. Chaque itération est nouvelle, parce qu'en tant que possible, elle est contingente. Il y a bien quelque chose qui revient, mais pour la première fois, car le donné est sa perte. Alors, si l'induction statistique de l'imagination artificielle produit du nouveau, c'est en répétant... Alors, je passe à l'image suivante. Alors, si l'induction statistique de l'imagination artificielle produit du nouveau, c'est en répétant les images du passé. La résurrection est l'action de se lever. Nous accumulions ces données sur Internet pour autre chose que ce qui était déjà donné. Qu'est-ce qui ressuscite? Ce sont toutes les images passées. Et on entend là histoire du cinéma, peut-être. C'est-à-dire la matière, mais d'une toute autre façon. C'est-à-dire la matière anonyme de ces images, leurs motifs, leurs patterns, leurs bruits. L'insurrection est proche. Elle consiste non pas à répéter l'identique, les mortels que nous sommes, mais à les faire advenir pour la première fois, creusés par eux-mêmes, du dedans. Alors j'aimerais que la résurrection du possible soit aussi celle des images, et puisse être une insurrection, c'est-à-dire une action de s'élever au-delà de tout ce qui a déjà eu lieu. Ou alors faudrait-il parler d'assurrection, c'est le terme que je propose, quelque chose qui surgit de la répétition, au cœur de la répétition. La résurrection ne s'opposerait pas à la finitude, mais serait son expression la plus élevée, comme justice rendue à ce qui n'a jamais eu lieu. Elle est une insurrection de la finitude envers elle-même. Cette finitude est humaine et inhumaine, indissociablement écartelée dans la matière. Alors, cette proposition, je vais essayer de passer à l'image suivante, cette proposition conceptuelle prend une forme finalement très concrète dans mon travail d'atelier. Je travaille avec des logiciels, non pas pour les soumettre à ma volonté ou pour créer des machines autonomes qui fonctionneraient sans moi, mais pour me lier avec elles et les lier à moi jusqu'au point où nous ne savons plus faire la différence entre nous, ni humain ni inhumain. Alors, voici l'extrait que je vais vous lire d'un roman de 250 pages, écrit avec, et j'aimerais dire avec comme si je disais être. Écrit donc avec une imagination artificielle, la mienne et celle de la machine. Nous nous sommes complétés l'un l'autre, et loin des fantasmes d'autonomie, nous nous sommes rendus dépendants. J'écrivais une phrase complétée par le logiciel que je venais compléter, et ainsi de suite. Je suis donc inhumain, et elle est humaine, cette machine. Nous ne savons plus qui nous sommes. Alors voilà cet extrait très bref. Si cette vie doit pénétrer dans tous nos plans et dans tous nos organes, si elle doit transformer une partie de nous, pour la bonne raison et pour la bonne raison seulement qu'elle confine, elle doit réguler avec justice les parties de nous qui ont été habilitées à recevoir et à effectuer l'accident de la mort. La construction et le travail de la dernière extrémité de notre corps, l'application du pouvoir illusoire, la négation de notre réalité. Mon système organique est composé d'aussi peu de parties que possible, car je crois que rien ne serait plus vain que de donner un plan à la vie, un arrangement stable à cette relation naturelle. L'organisme respirait encore, en croyant qu'il survivrait à cette autre vie. Il est devenu une larve, il respirait et sa forme s'estompait. Un visage est apparu qui n'était pas le sien. Ses poumons s'étaient remplis d'un air à la densité à peine respirable. Il était en train de mourir. Il mourait encore.
Les surfaces rouges, pâles et dures de ce visage se sont teintées de bleu. Son corps inerte est devenu une poudre brunâtre de matière en décomposition et a donné naissance à 2 nouveaux corps. Je vous remercie. J'ai fini. Merci Grégory. On va laisser la parole à Ismaël qui devrait arriver. Ouais. Bonjour à tous. En introduction, ce que je voudrais aborder à travers cette question du non humain, c'est déjà commencer par dire que c'est quelque chose d'assez inédit d'aborder mon travail par le non humain, parce que pour moi, l'humain est ce qui me semble m'intéresser en premier lieu. Et mes films commencent ainsi le plus souvent par une rencontre. Donc, une rencontre où l'humain prédomine sur le sujet, c'est-à-dire que je ne rencontre pas dans l'idée de faire un film, mais uniquement pour l'enjeu de la rencontre, c'est-à-dire une discussion. Le processus créatif, c'est donc un dialogue avec l'humain, à défaut du non-humain. Mais il est vrai que malgré la diversité des thématiques que j'aborde, ce qui semble traverser les récits, c'est peut-être ce rapport au non-humain, dans une acception qui se rapprocherait de la déshumanisation. Donc, autre thématique en commun entre tous ces films, ça pourrait être la solitude, la survie, la technologie, notamment celle qui est liée à la communication, et le flux. Ce sont des films qui cherchent aussi à représenter, par le biais de l'imaginaire et de la science de notre époque, des réalités intérieures ou des mondes invisibles, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, approcher ma démarche de celle d'un scientifique ou d'un chercheur en sciences sociales. Alors, je me rends compte à travers ce qui a été dit précédemment et tout le long de ces 2 jours du colloque, c'est que les notions, elles sont assez floues. L'humain ou le non-humain, c'est quelque chose qu'on peut passer, je dirais, de l'un à l'autre sans forcément les distinguer très précisément. Je me rends compte à travers les personnages que j'ai pu rencontrer, enfin les personnes que j'ai pu rencontrer, notamment, je rebondis un peu avec ce qui a été dit précédemment, une rencontre que j'ai faite avec un hacker en Roumanie qui s'appelle Mihai et qui est quelqu'un qui a vécu dans une assez grande pauvreté au milieu de nulle part dans la campagne roumaine et qui un jour un cybercafé débarque et découvre Internet, etc. Et en voulant bidouiller des jeux se retrouve à être lié à des groupes de hacking parce qu'il avait craqué un jeu connu, etc. Et la chose prenant de l'ampleur, ses compétences augmentent en hacking et il se rend compte en essayant de casser les sécurités de plusieurs sites que en fait, des grandes banques, par exemple, ont plein de failles. Et ces failles-là, il les pointe, il en parle, tout le monde le remercie. Et puis il dit, bon, bah, peut-être vous pouvez m'employer, vous pouvez peut-être, vous en aurez besoin pour la suite. Et en tout cas, à l'époque, c'est quelque chose où il n'a jamais eu de réponse. Et donc, ça a continué. Il a continué dans ses démarches. Et il n'a jamais eu en fait une ouverture, en tout cas, pour l'employer dans ses compétences. Et donc, à force de se prendre ces murs, en tout cas ces paradoxes, il y a un moment où, on va dire, dans une certaine pauvreté, il s'est mis à, évidemment, voler, on va dire, quelque chose comme ça. Et la chose, en fait, a pris une ampleur telle que dans tout le réseau de ce qu'il a déployé pour gagner de l'argent, il en est venu à hacker avec un virus qui a été créé en 2006, un virus qui, c'est intéressant toujours le rapprochement entre le virus informatique et ce qui se passe aujourd'hui, à un moment quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui a pu dépasser, c'est que ce virus qu'il a, on va dire, amélioré ou en tout cas optimisé, s'est retrouvé à hacker de manière
je dirais, autonomes, plus de 25 millions de comptes, dont la NASA, la NSA, etc. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ce virus-là a été décliné dans des services qui pourraient concurrencer ceux du GAFAM, c'est-à-dire que vous pouvez louer des serveurs pour attaquer telle personne, etc., etc. Et on en arrive en fait à une espèce de chose qui part d'une idée de se faire de l'argent et qui grossit et qu'on ne maîtrise plus, et qui allait dans ce qui a pu être compté, parce qu'il s'est fait arrêter en 2012 par le FBI. Au moment où il s'est fait arrêter et qu'ils ont coupé toute l'action de ce virus, il y a eu plus de 20% du trafic Internet mondial qui s'est coupé. Donc, au niveau des spams. Donc, si on imagine qu'il y a 90 000 milliards de spams envoyés par an, ça voudrait dire qu'il a envoyé plus de, à peu près, en termes de pollution, 0,6% des émissions de CO2 étaient en fait émises par un groupe de personnes, lui et ses acolytes. Donc, c'est pour ça que je voulais, en tout cas en introduction, pointer cette ambivalence en fait, entre l'humain et le non-humain. C'est des choses qui, en tout cas, ont une frontière assez floue. Je voudrais commencer par un extrait, donc pour continuer sur le thème du hacking, avec un extrait de Swatted, qui est une autre forme de hacking. C'est un hacking où certaines personnes mal intentionnées vont appeler le 911 pour leur faire croire ils disent des choses comme « j'ai tué ma mère et si vous venez à telle adresse, je vais vous tirer dessus ». Alors évidemment, ces personnes-là, elles ne vont pas donner leur adresse ni leur nom, elles vont viser d'autres personnes qui sont souvent des personnes qui sont en ligne, qui streament et qui sont regardées par des milliers de joueurs, notamment dans la communauté du jeu vidéo. Et donc, la police, en fait, va débarquer directement chez ces joueurs qui se filment en direct sans qu'on comprenne grand-chose, puisque en plus, ces joueurs jouent souvent à des jeux où on incarne la police ou les SWAT. Je vais montrer un extrait. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait le très beau film qui est passé à 14h autour de l'exposition, j'aimerais montrer un extrait d'un swatting qui n'est pas dans mon film. У меня не получается. Можно потише, соседи достучаться в дверь. Ладно, хорошо, ладно. Так, ну что ж, дамы и господа, мы ждем. Что такое, почему? Что происходит? Voilà, donc ici le dispositif, c'est donc bien celui que j'évoquais juste précédemment, c'est-à-dire des joueurs en ligne qui jouent à des jeux de tir et qui se font arrêter par la police à travers un hacker dont on ne sait pas l'identité, qui intervient n'importe quand, à n'importe quel moment, par cette espèce de circulation de nos données personnelles, ou plus simplement parce qu'on a souvent l'impression que c'est des gens qui sont extrêmement doués techniquement. C'est surtout en fait une compétence qui est de l'ordre de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en appelant par exemple, en ayant quelques éléments comme votre adresse mail ou bien votre date de naissance, on peut appeler par exemple le service Amazon et dire j'ai perdu mon mot de passe, est-ce qu'on peut le changer, voici mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Et à ce moment-là, la personne donne toutes les informations, ce qui permet d'avoir l'adresse, etc., etc. Donc là, je dirais que la notion de non humain
elle serait quelque part d'inhumain ou de déshumanisation. Elle est dans cet acte, en fait, qui est celui de swatter, donc dans cette forme d'harcèlement extrême, où intervient une très forte violence, qui est la violence de type armé, hein, parce que les SWAT, c'est des gens qui sont quasiment aussi armés que des soldats. Et on pourrait faire ce rapprochement dans le rapport de déshumanisation de ces swatteurs, dont il n'y a pas vraiment de profil déterminé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des adolescents qui vont faire ça pour se venger d'une partie qui a mal tourné, ou bien se venger de quelqu'un qui l'a insulté, ou bien tout simplement, comme c'est arrivé, de personnes un peu, on va dire, qui ont des soucis un peu psychotiques et qui vont vouloir absolument qu'une fille tombe amoureuse d'eux, alors tant qu'elle ne leur dit pas « je t'aime », ils vont continuer de leur envoyer la police. Et récemment, en 2019, on a pu voir aussi que le swatting a commencé à prendre une dimension plus politique, puisqu'il y a des cadres Facebook ou des cadres de Google qui se sont fait swatter. Donc un profil qui est assez vaste, assez insaisissable. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était dans cette notion à questionner de non-humain ou d'inhumanité, c'est qu'on pourrait presque rapprocher l'acte de swatter, en tout cas la manipulation de la police, comme un nouveau jeu dans le jeu, qui se rapprocherait presque de la position des pilotes de drones, dont il faut le rappeler, souvent ont une interface qui se rapproche qui était designée en imitant le pad de la Xbox. Voilà, donc une console de jeu. Donc il y a ce rapprochement-là qui met à distance, il y a une mise à distance de l'écran, et dans ce rapport-là, de ne pas réellement être finalement, de se rendre compte d'être l'acteur de ce qui est en train de se passer à l'écran. Voilà, cette distance, comme si on regardait quelque chose dont on n'a pas été à l'origine. Donc ça, c'est ce que je vois, moi, en tout cas, à travers Swatted, cette émotionnalité du swatter, dont j'ai pu voir quelques traces. Certains swatters s'étaient confessés sur Reddit, en ayant un peu vraiment le profil quasiment d'un psychopathe, en tout cas pour celui qui se confessait, c'est-à-dire que tout le monde est stupide, si tout ça arrive, c'est par la stupidité du monde, et donc il y a cette distance entre lui et le reste du monde que je pourrais, qu'on pourrait voir comme une espèce de déréalisation du monde, une déréalisation et aussi un moyen d'action qui intervient par la technologie et par cette facilité à cacher son identité à travers des VPN, à pouvoir, à partir d'une action, que ce soit un tweet malheureux qui lance une armée de personnes pour harceler quelqu'un, ou bien à partir d'un acting digne de l'acteur studio, de ramener toute une armée chez quelqu'un. Voilà, c'est en soi ce que j'ai pu voir à travers Swatted. Deuxième film dont on pourrait aborder cette notion de déshumanisation, c'est à travers Malbec. Alors Malbec, c'est un film que j'ai terminé il y a quelques semaines, qui m'a pris 4 ans et que j'ai commencé au Frénois, mais qui, par sa dimension assez personnelle et intime, j'ai dû avoir un peu un processus créatif un peu je dirais en syncope, c'est-à-dire avec des pauses et des reprises en pli de ploc. Donc c'est l'histoire, en fait, Malbec, c'est un portrait de Sabine. C'est une personne qui se réveille un jour à l'hôpital, qui a les cheveux rasés et qui regarde et qui se voit avec des cicatrices partout sur le corps. Et on lui raconte qu'elle a survécu à l'attentat qui a eu lieu dans le métro et qu'elle a survécu à cette explosion d'ordre terroriste. Donc évidemment, de toute évidence, l'inhumain là-dedans, c'est cet acte terroriste, mais pourquoi j'ai voulu l'aborder sous l'angle final? Oui, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette personne ne se souvient de rien en fait de tout ça. C'est-à-dire qu'elle se réveille 3 mois après, sortie d'un coma, et sans avoir aucun souvenir de cette image-là, en tout cas de ce moment-là. Donc moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que j'avais commencé au tout départ du projet
à déconstruire finalement ce phénomène médiatique lié à des attentats, notamment depuis le 13 novembre, puisque à l'époque, j'habitais à Molenbeek, je faisais souvent des allers-retours entre Paris et Bruxelles, et j'essayais de comprendre comment, à travers les écrans, on pouvait montrer, on pouvait complètement montrer une autre image absolument virtuelle de ce quartier dans lequel j'habitais. Donc j'ai commencé à poser ma caméra dans des endroits, dans des places diverses de Molenbeek, et rien que le fait de placer cette caméra dont les cadres étaient inspirés de vieilles cartes postales, engageait une conversation tout autre que ce qu'on pouvait entendre dans les médias, sans forcément que je dirige ces personnes qui venaient à ma rencontre avec cet acte de poser la caméra. Tout a été balayé au moment où il y a eu le 22 mars, évidemment, dans cette hypothèse-là. Et j'ai été, contrairement au 13 novembre où j'étais à Paris, ou d'autres moments où j'aurais pu être proche, on va dire, géographiquement d'attentats, c'était vraiment la première fois avec cette explosion dans le métro que j'ai eu un état de sidération, dans le sens où j'avais un lien affectif avec le lieu très fort. Déjà parce que j'avais habité 2 ans en face de la station de métro, mais aussi parce que c'était la ligne de métro que je prenais tous les jours, et c'était une ligne de métro que je devais prendre ce matin-là à 9 h aussi, et qui a été décalée par miracle, puisque j'avais demandé la veille de le décaler d'1 heure suite à un retour de Roumanie un peu éprouvant. Et dans cette idée de déconstruire cet état que je ressentais, j'ai voulu rencontrer tout un tas de personnes qui allaient autant de David Prunel, qui est la première personne à avoir tweeté sur les explosions et qui s'est reçu 10 000 messages sans pouvoir même, sans qu'il y ait aucun journaliste qui lui demande est-ce qu'il allait bien, à Sabine, qui n'avait absolument aucun souvenir et qui a bien voulu prendre le temps de discuter avec moi et toute une après-midi de ce vide. Donc, j'ai ressenti tout de suite que c'était une piste intéressante, ce rapport-là, pour faire un film, et notamment pour parler de cet invisible-là, ces blessures invisibles, dans le sens où il y avait peut-être un espace intermédiaire intéressant pour faire un film entre le trop-plein d'images que j'avais ressenti et son absence d'image. C'est pour ça que c'est un film que j'ai voulu traiter en animation, un peu à l'image d'un film qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Valse avec Bachir, qui est aussi sur l'amnésie, une amnésie de guerre, et de faire cette hypothèse-là, que face à autant d'inhumanité, et en même temps, pour ne pas faire le jeu des terroristes, qui est quand même avant tout une manipulation de l'image, hein, c'est l'image comme une arme, je voulais utiliser l'animation comme une possible remédiation. Et ce film, quelque part, qui accompagne cette personne dans sa quête de l'image manquante, c'est un film un peu thérapeutique qui réanime ce souvenir, même si au final, dans le film, il ne reviendra jamais, ou bien s'il revient, et c'est la question du film, sera-t-il un artefact de tout ce qu'on lui a raconté, ou bien réellement le souvenir qui revient. Et le film reste tout le long dans cette incertitude, tout comme les images que je montre sont à la fois des images prises à partir de prises de vue photo et en même temps sont régénérées par un algorithme de photogrammétrie avec ce qu'il a d'erreurs. Et ces erreurs-là, j'ai voulu les garder comme étant une possible représentation de cette mémoire abîmée. Voilà, une mémoire qui est fragmentée et qui se fragmente, qui se double d'une fragmentation du montage, dans le sens où le montage alterne entre ces images d'animation et des images d'archives. Les images d'archives, j'ai voulu que ça soit uniquement des images de vidéos amateurs, qui sont des images un peu violentes, mais que j'ai gardées, que je pense qu'il faut affronter dans ce film, parce que le film permet une recontextualisation, dans le sens où Sabine ne regarde pas ces images, encore une fois, pour subir un nouveau traumatisme, mais pour se chercher dans les images. Je vous propose de voir un extrait. Ah. Et c'est après.
Ce matin-là, j'ai pris le métro pour aller au travail. J'étais à l'essai à mi-temps et j'allais signer un contrat 15 jours plus tard. Mais je me souviens pas de l'explosion. Je me souviens pas de mon coma non plus. Et à cause de ça, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu plutôt que moi. Mal, il faut que tu partages ton écran. Parce que... J'essaie de le remettre. Ah, vous voyez pas l'image. Oui, est-ce que tu peux le relancer, mais en partageant ton écran, parce qu'on n'a pas l'image. Merci. D'accord. Alors, on recommence. Tac. Ce matin-là, j'ai pris le métro pour aller au travail. J'étais à l'essai à mi-temps et j'allais signer un contrat 15 jours plus tard. Mais je me souviens pas de l'explosion. Je me souviens pas de mon coma non plus. Et à cause de ça, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu plutôt que moi. C'est pour ça que j'essaie de remettre des images là où il n'y en a pas. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore pour la suite. Donc combien de temps il me reste? 2 minutes. OK. Donc, je vais immédiatement sauter à un autre film que je suis en train de préparer qui s'appelle Deepfake. Donc là, c'est un film qui s'intéresse à l'identité qu'on a sur Internet et qui aujourd'hui est presque concurrencé par des images dont on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux pour une raison qui n'est pas seulement technique, mais qui est, comme ça a été évoqué précédemment, de l'ordre de l'accélération de l'informationnalisme, du fait qu'il y a une saturation d'images qui, dans ce flux incessant, n'est plus traitable à l'échelle humaine. Et donc, je ne veux pas forcément traiter cet aspect-là du deepfake comme on a pu le voir dans les médias toutes les 2 dernières années, c'est-à-dire principalement sous un angle politique, comme ayant une peur effrayante qu'on ne sache plus si Donald Trump dit une bêtise ou non. Moi, je n'ai jamais trop compris ça, puisque de toute manière, Donald Trump n'a pas besoin du deepfake pour dire des bêtises. Ce que j'ai remarqué, au contraire, c'est qu'il y a davantage à creuser dans l'intime, puisque la plupart des victimes, à 90%, c'est des femmes. À 90%, les deepfakes sont sur des personnages féminins, excepté Nicolas Cage et quelques autres qui sont constamment dans le registre de l'humour, alors que pour les femmes, c'est principalement la pornographie ou bien d'essayer de les débouter de leur travail, comme par exemple une journaliste en Inde qui, à la suite d'un deepfake pornographique, s'est fait quasiment lapider dans la rue. Et ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que dans mon travail, finalement, ce n'est pas tant l'humain qui vient que aussi dans ce cas de figure, l'humain qui est, dans lequel je parle, comme un reflet de problématiques ou de phénomènes de société que j'observe et que je traite à une échelle de temps qui me paraît une remédiation par le cinéma, c'est-à-dire un temps qui parfois peut être 4 ans pour le cadre de Malbec, un temps qui ne peut pour moi plus être traité au niveau journalistique. C'est pour ça que j'ai quitté cette fonction-là que j'avais démarrée, et dans lequel il faut reprendre le temps. Et ce qui nous attend aussi dans le cinéma, c'est quand même, le cinéma n'est pas épargné. Je veux dire, des projets comme celui de Netflix, c'est quand même celui de générer des scénarios, le scénario parfait, médian, à travers tous les goûts de ces spectateurs qui le scrutent à la moindre seconde jusqu'à
bientôt le battement de cils. Et donc, ce cinéma-là qui prend le temps pourrait être une remédiation de ce monde inhumain qui est avant tout un monde inhumain par l'abondance et la saturation d'informations. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend encore en écho. Et là? Non. Ça résonne. Et là? C'est un petit peu mieux. Est-ce que ça capte? J'ai coupé le son ici. Ok. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on m'entend bien? Bon, d'accord. Merci. Désolé pour ces petits problèmes techniques, mais on doit changer de caméra parce que je me retrouve là avec mon ordinateur. Alors, voilà, en préambule, et puis pour faire une transition avec ce que nous a présenté Ismaël, j'aimerais faire référence à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous est présenté comme étant celui d'une guerre, avec son corollaire, l'état d'urgence. À cet état d'urgence contre le terrorisme, qui avait été prononcé en 2015, vient s'en ajouter un second depuis l'année dernière, cette fois contre un agent non humain, puisqu'il s'agit d'un virus, si bien que nous pouvons avoir le sentiment de nous trouver dans une sorte d'urgence permanente. Cette urgence a d'ailleurs un certain pouvoir de contamination. On peut s'en convaincre en comptant le nombre d'articles de presse commençant par « Il est urgent de ». Une simple requête avec ces termes dans le moteur de recherche du journal Le Monde est assez frappante. Donc, si je fais référence à ce sentiment d'urgence, c'est pour le mettre en regard d'un temps plus long, un temps qui lui est radicalement étranger, un temps géologique, celui au cours duquel évoluent les montagnes, les océans, les espèces vivantes, ce qu'en anglais on nomme le deep time, le temps profond, un temps dont les événements perçus à l'échelle d'une vie humaine nous apparaîtraient comme une stase ou comme une sempiternelle répétition à l'identique, naissance, vie, mort, naissance, vie, mort. Donc les deux installations que je vais vous présenter sont des fictions qui se situent précisément aux antipodes de cette injonction à l'urgence. Alors je vais essayer de partager mon écran. Alors la première installation est une installation que j'ai réalisée il y a quelques années qui s'appelle Close Encounters of a Remote Kind. On pourrait traduire littéralement par rencontre rapprochée à distance, ce qui est un peu notre situation à l'heure actuelle. Celle-ci exploite le flux d'une webcam mise en place par un aquarium public au Canada qui diffuse en permanence sur le web les images d'un grand bassin où nagent des baleines blanches. Ces images sont interprétées par un algorithme de reconnaissance et de suivi de forme, inversées au noir et agrandies pour être projetées au sol en grand format. Les images sont projetées directement sur le sol. On voit ainsi apparaître des taches sombres qu'on ne reconnaît pas forcément immédiatement, d'autant que les baleines qui sont en captivité tournent dans leur bassin et empruntent très souvent le même chemin, si bien que des motifs récurrents apparaissent,
sans être toutefois toujours exactement les mêmes. Alors la seconde installation que j'aimerais vous présenter est une œuvre réalisée en collaboration avec Sandra Gilles, une artiste qui crée de grandes sculptures filaires en lumière ultraviolette. Dans l'installation, un capteur est placé au cœur de l'entrelac de fils, dont les formes sont des évocations à la fois animales et végétales. Ce capteur observe son environnement au travers d'une goutte d'eau qui fait office de lentille en se déformant et en se reformant continuellement. On voit ici un extrait de l'installation. Ici, il s'agit d'un prototype où le capteur fait face à l'installation, mais dans une version qui sera présentée en janvier, le capteur sera à l'intérieur de l'entrelac de fils. Alors l'installation se nomme Life Analog, en référence à ce qu'on appelle parfois Earth Analog, analogue de la Terre, pour désigner des planètes lointaines, hors du système solaire, qui pourraient abriter une forme de vie ressemblant ou non à la nôtre. Les scientifiques imaginent d'ailleurs d'autres types de biochimie, non pas basés sur le carbone, comme dans la chimie organique, mais sur le silicium, l'azote ou le phosphore, par exemple, les éléments ayant des propriétés qui s'y apparentent. On pourrait simplement imaginer ici une forme embryonnaire qui regarde. Alors, je vais revenir sur les images précédentes. En regard de ces deux installations, j'aimerais convoquer deux figures scientifiques. La première, c'est Charles Darwin, qui est à l'origine, comme on le sait, de la théorie de l'évolution. Et les baleines sont justement un cas particulier dans l'évolution des espèces, puisqu'elles ont évolué de façon rétrograde. Contrairement à ce que nous avons tous appris dans nos livres d'enfants, que les vertébrés aquatiques sont sortis de l'eau et que leurs nageoires, sous l'effet de la pression sélective, sont devenus des membres qui permettent de se déplacer au sol, les baleines, elles, sont retournées dans l'eau et leurs membres se sont atrophiés en nageoires. Dans un roman d'anticipation intitulé Galapagos, en référence aux îles où Darwin a pu confirmer ses intuitions, l'écrivain américain Kurt Vonnegut imaginait un petit groupe d'humains ayant subi le même sort. Ayant fait naufrage sur l'archipel après qu'une crise financière ait paralysé l'économie mondiale et qu'une pandémie ait rendu tous les humains stériles, à l'exception de ce groupe, ceux-ci sont devenus les derniers spécimens de l'humanité et au cours des millions d'années qui suivirent, leurs descendants, les seuls humains fertiles de la planète, finissent par régresser et évoluer en une espèce à fourrure ressemblant au lion de mer. Dans l'ouvrage où il décrit sa théorie, Darwin écrit par ailleurs qu'il était fasciné qu'un organe aussi complexe que l'œil ait pu se développer au cours de l'évolution en si peu de temps. C'est une citation célèbre qui a d'ailleurs été utilisée contre lui par ses détracteurs qui pensaient que lui-même ne croyait pas à sa théorie. Si peu de temps, c'est quand même 500 millions d'années, ce qui nous propulse d'emblée à une échelle temporelle presque inconcevable. Cette dimension géologique, cosmique, on la retrouve également dans l'organogénèse humaine, puisque dans l'embryon humain, l'œil commence à se former très tôt et continue à se développer après la naissance, comme un programme écrit sur des centaines de millions d'années qui s'exécute à chaque nouvelle naissance. La seconde figure scientifique, plus récente, c'est celle d'un neurologue italien, Giacomo Rizzolatti, qui a découvert avec son équipe dans le courant des années 1980 que lorsqu'on observe quelqu'un produire un mouvement, on active en soi les mêmes circuits neuronaux que lorsqu'on produit soi-même ce geste. En regardant un geste produit par un autre être humain, tout se passe du point de vue neurologique comme si nous étions réellement en train de former ce geste et qu'il était inhibé. C'est ce qu'ils ont appelé les neurones miroirs. Et ce sont probablement les bases neurologiques du phénomène qui est à l'œuvre lorsqu'on regarde par exemple des danseurs ou des comédiens sur scène ou bien au cinéma, ainsi que dans les relations sociales, où le mimétisme joue un rôle capital dans l'apprentissage par imitation ou tout simplement dans l'empathie. Donc
Donc voilà, je vais finir là-dessus. J'aime bien l'idée qu'on puisse se trouver dans cette disposition mimétique ou empathique face à l'ombre d'une baleine ou face à une goutte d'eau. Voilà. Et je vais reprendre la suite du panel avec éventuellement soit des questions si des questions arrivent, ou bien alors éventuellement des questions entre nous, ou une forme de discussion. Voilà. Alors, peut-être que si je vais rebasculer sur l'autre caméra. Alors, on a une question dans le chat. Est-ce que l'image est revenue? Oui, c'est bon. Merci. Donc, on a une question de Jean Dubois qui nous demande: serait-il plus juste d'aborder la question sous l'angle de l'humanité non vivante que celle du non-humain? Je répète la question, pardon. Serait-il plus juste d'aborder la question sous l'angle de l'humanité non vivante que de celui du non-humain? Alors peut-être que je peux y répondre, et puis je laisserai aussi la parole éventuellement aux autres. Ici, la question du non-humain, comme je l'ai dit en introduction, c'était plus une façon de trouver un fil rouge dans nos diverses interventions. D'une part, il y a une façon assez traditionnelle d'entendre le non-humain qu'on retrouve chez Anne-Marie Mas et chez Grégory Chatonsky. Donc, d'une part, le non-humain animal et végétal. D'autre part, le non-humain qui fait référence à l'intelligence artificielle. Dans le cas d'Ismaël, je pensais qu'il s'agissait plutôt de la question de l'inhumain, c'est-à-dire que beaucoup de ces films nous font nous poser la question: en quoi participons-nous de la même humanité, en quelque sorte? Et pour ma part, j'ai essayé de mettre l'humain en perspective d'un temps et d'un espace qui lui sont radicalement étrangers, et donc qui sortent en quelque sorte de conception humaine, conception peut-être accessible à l'humain. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Peut-être. Non, peut-être, c'est une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est une question, en fin de compte, c'est une question, il n'y a pas de réponse simple à ça, mais si j'entends l'humanité non vivante, c'est ça? Oui. Bon, bah, si on entend ça, nécessairement, je crois, on entend la question de la technique, en partie, ou sinon des matières inanimées, mais en quoi elles seraient humaines. Ça nous rappelle quelque chose, c'est que dans la mode actuelle autour du non-humain, que moi, j'avoue, j'apprécie pas, je suis plutôt, du fait de la référence à Lyotard, plutôt du côté de l'inhumain. Je trouve ça plus intéressant, la question de l'inhumain. Mais la mode du non-humain ne doit pas nous faire oublier, par exemple, que chez quelqu'un comme chez Descola, les peuples amazoniens, par exemple, considèrent toute chose comme humaine, tous les éléments, tout l'environnement. Et que la critique de la modernité occidentale par l'intermédiaire du concept de non-humain n'a qu'une efficacité limitée. Donc, peut-être qu'effectivement, le caractère contre-intuitif d'une humanité non vivante, et effectivement, et le fait que ça tord un peu le cerveau, parce qu'on se demande ce que c'est, ça pose une question, c'est pas évident, une humanité non vivante, ce serait peut-être une manière d'aborder effectivement le problème encore sous un autre angle, effectivement, qui est intéressant. On peut mettre une hypothèse sur l'humanité non vivante. Enfin, l'humanité non vivante, ça peut être aussi, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être aussi le fameux revenant. L'humain non vivant qui revient dans nos vies. Oui, il y avait effectivement l'exemple que j'avais donné lorsque j'étais intervenu il y a quelques temps au Frénois, il y a un an, avec l'exemple de l'entreprise Replica et l'histoire de Roman. C'est ce jeune Russe mort à 25 ans qui est revenu d'une certaine façon, non pas vivant, non pas mort. Donc,
avec une question organique différente. Et c'est vrai que la question du vivant, on le sait par Malabou, par tant d'autres personnes, c'est une question infiniment complexe de comprendre le rapport entre humanité et vivant. C'est vraiment une question passionnante. Donc, c'est vrai que l'exemple de Replica avec cette intelligence artificielle qui signait le retour de ce jeune russe mort et où la mère expliquait que elle discutait avec ce chatbot parce qu'elle avait accès à la mémoire de son fils, même si elle le savait mort. Donc, c'est peut-être une manière intéressante de poser le problème, effectivement. Bon, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou réactions, qu'on doit rendre l'antenne dans deux, trois minutes. Donc, on a encore éventuellement un peu de temps. Sur la question de la distinction entre vivant et non-vivant, il y a beaucoup de controverses, même d'un point de vue vraiment biologique, on va dire. Par exemple, les scientifiques sont divisés sur le fait qu'un virus soit vivant ou non. Parce que tout dépend de la définition qu'on en donne. C'est-à-dire qu'il a certains attributs du vivant, mais il n'a pas tout l'appareillage qui lui permet de se répliquer lui-même. Et donc, il est obligé d'utiliser des hôtes. Et on en fait l'expérience, on en fait les frais en ce moment. Et donc, les virus sont des organismes intéressants parce que ce sont des cas limites. Voilà, ce sont souvent des exemples qui sont cités soit en exemple, soit en contre-exemple en fonction des définitions qu'on se donne du vivant. Ce qui les différencie, par exemple, des bactéries. Les bactéries ont déjà toutes intégré dans leurs cellules tout ce qu'il leur faut pour pouvoir se reproduire. Moi, j'avais une question pour Ismaël, sinon à moins qu'il y ait une réaction là-dessus, mais ou peut-être Anne-Marie, je ne sais pas si tu as des commentaires à faire sur le vivant. Le futur de l'humain est justement dans une collaboration avec le non-humain. Et le non-humain, est-ce que c'est le non-vivant ou c'est le non-humain? Je ne sais pas, peut-être on a il y a des frontières différentes pour non-vivants. Effectivement, quelqu'un qui revient après sa mort par plein de moyens techniques, est-ce que c'est encore vivant ou pas vivant? Bientôt, la technique peut créer, oui, quelqu'un qui vit en perpétuel, quoi. Donc, tout ça, ça change tellement vite. Mais moi, je me garde avec mes organismes vivants pour l'instant. Et je pense, pour moi aussi, un virus, c'est quelque chose de vivant, même si ça reproduit uniquement comme un parasite sur un autre être vivant. Mais je trouve, pour moi, dans la biologie, il y a tant de choses intéressantes à explorer que pour moi, toutes ces techniques des morts qui reviennent, c'est un peu loin, quoi. Ça me fait penser à des vieux films. Moi, j'avais une question aussi pour Ismaël. À un moment, tu as parlé de ta sidération pour ce qui était arrivé dans le métro de Bruxelles. Et donc, c'est quelque chose qui t'a touché, un peu indirectement, assez personnellement. Et je me demandais ce qu'il en était des autres films. Est-ce qu'il y a une proximité avec une expérience personnelle, ou bien alors est-ce que ce sont des choix que tu as fait pour d'autres raisons? Je pense que tous les sujets que j'aborde ont une résonance avec des questions certainement qui sont là depuis très longtemps, notamment sur la notion de vérité et sur un certain rapport à la violence. Savoir les pointer, c'est un peu difficile, il faudrait que je m'allonge sur le divan.
mais je dirais que des expériences comme avoir vu quelqu'un se faire planter un couteau devant moi quand j'avais 6 ans à la Guillotière à Lyon est peut-être quelque chose qui m'a questionné sur la violence, et en même temps que j'ai envie de dire, à travers quelque chose qui peut paraître traumatique sous le regard d'un enfant, j'étais à ce moment-là avec mon beau-père et première question que je lui pose, est-ce que c'est un film? Il me dit non, c'est bien quelqu'un qui est mort. Et je lui dis d'accord, et ça signifie quoi? Et il me répond, ça signifie que son cœur ne bat plus. Voilà. Et il me dit, continue de jouer au flipper. Voilà. Donc peut-être que ce rapport-là, je dirais à la violence, ou cette mise à distance, ou en tout cas cette déconstruction qu'il y a et qui s'enlève de toute métaphore comme il est parti au ciel, ou toutes ces choses-là me permettent d'avoir peut-être plus d'armes aujourd'hui pour me confronter à des sujets qui ne sont pas évidents, comme la mort. Voilà, la mort, ce n'est pas le sujet le plus qui nous met le mieux, mais je pense que c'est, en tout cas, ce rapport-là, et sur la notion de vérité, c'est sur cette image, l'image qui nous trompe à un moment dans notre vie, et moi qui m'a obsédé. Et je voudrais d'ailleurs resignifier quelque chose. Le premier swatting que j'ai montré, ce n'est pas un vrai swatting, c'est un faux swatting. C'est une mise en scène d'un swatting. C'est des gens qui, pour faire le buzz, se sont déguisés en SWAT, en Spetsnaz. Voilà, donc ce rapport-là à l'image, de ne plus savoir qu'est-ce qui est une image vraie ou pas, qu'est-ce qui est joué ou pas, et je vais aller plus loin que ça, qui, avec le deepfake, ne nous permet plus, en tant qu'humain, de visualiser qu'est-ce qui est de l'ordre du vrai ou pas, puisque Disney arrive aujourd'hui à faire des images d'une résolution tellement supérieure que c'est bien difficile de le distinguer par nos yeux, et des définitions de 1024 par 1024. Moi, je trouve que le deepfake pourrait être justement cette humanité non vivante, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable, nous, humains, de distinguer quelque chose qu'on perçoit comme humain, mais qui ne l'est peut-être pas. Et pour ça, le deepfake, justement, a cette solution, enfin, la Silicon Valley a cette solution complètement terrifiante, qui est de dire, bon, face à ces intelligences artificielles, si bien qu'on puisse les appeler comme ça, puisqu'il s'agit juste d'une automatisation de tracking, la solution, c'est qu'en fait, on a inventé une autre intelligence artificielle pour détecter cette intelligence artificielle. Et quelque part, cette manière de penser nous sort de l'équation. Donc pour moi, ça serait ça, l'humanité non vivante. Ça ouvre de longues discussions, je pense. Mais malheureusement, je crois qu'on doit suivre. Ouais. On doit enchaîner avec la suite. On va peut-être faire une pause de 2 minutes. 2 minutes. Ouais, de 2 minutes. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos présentations et puis pour partager tout ça. Merci à toi aussi, Olivier. À tout de suite. Donc, on fait une pause de 2 minutes et ensuite, Raphaël, Joseph et Nicolas de Warren reprendront pour un panel philosophique.